Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de COP Normandie, la quatrième, et oui déjà la quatrième saison de COP Normandie, avec, vous allez le voir, quelques nouveautés, des nouveaux visages que vous allez découvrir juste après le sommaire. Et puis pour commencer, une bonne nouvelle, nous serons désormais ensemble toutes les semaines le lundi de 19h à 20h en direct pendant une heure. C'est la nouveauté de cette saison 2025-2026, une heure pour décortiquer les performances des clubs normands, à commencer par celle du HAC, battu ce week-end à Monaco. On va y revenir évidemment en longueur. On parlera également national avec notamment un focus sur le derby entre QRM et le Stade Malherbe de Caen. Voilà, vous connaissez maintenant le sommaire. Place à cette quatrième saison de COP Normandie, épisode 1. C'est parti. Autour de moi, ils sont quatre chroniqueurs fringants, on peut le dire, en tout cas en forme. David Fouquet, le monsieur tactique de COP Normandie. Bonsoir Gilles, bonsoir les copains, bonsoir à tous. À tes côtés, un autre habitué de l'émission, Aurélien Chevalier. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Gilles, merci pour l'invitation et bonsoir les copains. Il est un peu la caution ciel et marine de la bande, Vivien Le Cervoisier. Salut Gilles, bonjour à tous. Et puis le petit nouveau de la bande, et pas n'importe quel petit nouveau, monsieur Arnaud Tulipier, ancien rédacteur en chef adjoint de France Football. Bienvenue Arnaud, bienvenue à toi. Bon Gilles, bonjour messieurs, et vous chez vous, bienvenue. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord messieurs, un mot, un seul, pour qualifier la performance des ciels et marines à Monaco. David. Logique. Vivien. Prévisible. Aurélien. Résigné. Et monsieur Arnaud. Anecdotique. Anecdotique, ça me semble bien énigmatique tout ça. On va y revenir juste après. Tout d'abord, les images de la rencontre et on développe tout ça juste après avoir vu les buts de ce Monaco HAC. Le Havre n'a pas commencé sa saison avec le morceau le plus facile de Ligue 1. Battu 3-1 par Monaco, la logique a été respectée, mais le coach y trouve des satisfactions. Sincèrement, ça a été assez cohérent malgré tout, au vu de l'équipe, au vu des différences physiques dans le groupe et des joueurs à disposition. Je pense qu'ils étaient bien. Après l'ouverture du score sur un ballon contré de Gauthier Lloris, il aura fallu attendre l'heure de jeu pour que Monaco creuse l'écart, grâce à la recrue d'ailleurs sur corner. Rassoul Ndiaye a su exploiter une erreur de Vanderson pour relancer le HAC. Mais la réaction monégasque ne s'est pas fait attendre avec un troisième et dernier but de Hakliouche, scellant le sort de la rencontre. Ce qui me laisse des regrets, c'est de travailler aussi bien tactiquement pour récupérer exactement dans les zones que l'on voulait et si mal exploiter le ballon. Le club doyen de la Ligue 1 a besoin de recrues offensives alors que le mercato ferme dans moins de 2 semaines. On en parle ouvertement, on a l'envie de le faire, on a l'espoir de le faire, on a besoin de le faire aussi. Après, c'est juste, est-ce que financièrement, on va réussir à concrétiser ? Avec le plus petit salaire moyen de Ligue 1, chaque point va compter, à commencer par la réception de Lens la semaine prochaine. Prochain rendez-vous football en Normandie, vendredi avec la 3e journée de National. Caen reçoit Versailles, Rouen affronte Sochaux à domicile, pendant que Quevilly devra se déplacer sur la pelouse de Villefranche. Sans oublier dès lundi le retour du COP Normandie, pour tout savoir de l'actualité sportive du week-end. Alors, petit rectificatif, vous l'aurez noté à la fin du sujet. Donc, le programme des 2 prochaines journées du HAC, ce sera HAC Lens et HAC Nice. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Et tout d'abord, donc, Vivien, tu disais une défaite prévisible. En quoi elle est prévisible, cette défaite ? En quoi elle était prévisible, cette défaite ? Prévisible au regard du niveau de l'équipe qu'on a affrontée, de l'équipe de Monaco, qui est un des gros cadors du championnat de France. Je pense que certainement cette équipe finira dans les 3 premières positions à la fin de la saison, avec des joueurs internationaux, expérimentés, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et faut rappeler par rapport au budget du HAC parmi les 10 joueurs, les 10 principaux joueurs de Monaco, à eux tout seuls, individuellement, la valeur de chaque joueur correspond à peu près au budget du HAC, pour donner un petit peu le différentiel de compétitivité entre les deux équipes. Et c'est ce qui rend aussi, David, cette défaite finalement logique. Tu le disais tout à l'heure, défaite logique. Oui, on regarde ce que dit Vivien. Donc déjà, cette équipe taillée Champions League, mais tout simplement aussi parce qu'il y avait des absents de marque. Il manquait le Loïc Nego latéral droit, il manquait Abdoulaye Touré, qui pour moi est
la clé de voûte de cette équipe, clairement, parce que sans lui, c'est un milieu de terrain un peu désarmé, un peu désuni. Et puis, il manquait un troisième joueur, c'était Thomas Delaine aussi. Donc, il manquait les deux latéraux de métier. Et pour moi, je pense, pour cette équipe du HAC de cette année, c'est beaucoup. Et puis, la deuxième chose aussi par rapport à la logique, c'est qu'il a fait avec les états de forme de chacun, Didier Digard, il a fait avec les niveaux de compétitivité différentes. Et puis, il a mis des joueurs qui n'étaient pas à leur poste aussi. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose sur ce match-là. On aura l'occasion d'y revenir, notamment dans la rubrique Top Flop. Arnaud, tu parlais d'une défaite anecdotique. C'est un peu ce que disent les copains, c'est-à-dire que c'est pas le niveau du HAC, cette équipe-là. C'est trop haut, c'est trop beau, c'est trop fort d'un coup. C'est pas leur championnat, finalement. Il y a les absents, je suis tout à fait d'accord avec David. Avec Vivien, je suis d'accord aussi. C'est pas la même... la même structure, la même force finalement. Donc c'est pas ce championnat-là qu'il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils aillent chercher des points comme la saison dernière face à des équipes de leur calibre, parce que évidemment c'est le maintien le principal pour le HAC, et c'est face à ces équipes-là qu'ils vont aller le chercher, des Angers, les promus, etc., etc. Il est de toute façon trop tôt pour tirer des conclusions, évidemment. Oui, et puis presque, j'ai envie de dire, alors la préparation, toutes les équipes sont en préparation de toute façon, ils sont en train de la finir. Je parle même pas du PSG qui, eux, ont 3 semaines de retard. Mais c'est vrai que quand tu as un effectif comme Monaco, tu peux pianoter dessus un petit peu plus facilement que celui du HAC, où là, on va en parler, tu l'as dit tout à l'heure, sur le mercato, il a été ce qu'il est, et finalement, le réservoir, il est un petit peu moins costaud, quand on sait qu'il n'y a pas de Pogba, il n'y a pas Ansu Fati, il n'y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas présents. C'est pas grave, à Monaco, il y a encore de la réserve. Au HAC, on a vu, on est obligé de mettre des milieux latéraux, un milieu défensif un peu, on va dire milieu gauche. Voilà, ça se voit tout de suite. Donc c'est pour ça que pour moi c'est anecdotique, parce que finalement, on va commencer un petit peu plus tard le championnat. Ça n'aurait été que du bonus de prendre 1 ou 3 points ici. Est-ce que c'est ça qui te rend résigné, Aurélien ? Alors, est-ce que c'est toi qui es résigné, ou est-ce que c'est l'équipe du HAC qui est résignée ? Non, j'ai surtout trouvé les joueurs résignés. Ils ont fait le dos rond pendant pratiquement 1 heure, juste au changement où là, ça a donné un petit peu une projection par l'avant. Mais pendant 1 heure, ils sont restés derrière à subir. Et au bout d'un moment, c'est sûr que tu te fais piquer et te faire prendre à ton propre jeu, tout simplement. L'année dernière, c'était à peu près le même schéma de jeu. À la différence, c'est qu'ils avaient des joueurs qui avaient tendance à prendre la profondeur. Je prends Casimir, Joujou, qui étaient capables d'exploiter cette profondeur et d'amener un peu de vitesse. Là, cette année, on ne l'a pas eu. Enfin, sur le premier match, Issa Soumaré tout seul. Moi, je les ai vraiment trouvés à subir le match, donc résignés vraiment sur cette rencontre. Alors, et pourtant, il y en a un qui ne partage pas totalement votre avis, c'est Didier Digard, l'entraîneur des Ciel et Marines, qui a jugé la prestation de son équipe cohérente, et pourtant il a quand même pointé du doigt un manquement dans le jeu, c'est la manière dont son équipe a exploité le ballon. On va le voir à l'écran, la citation. « Ce qui me laisse des regrets, c'est de travailler aussi bien tactiquement pour récupérer exactement le ballon dans les zones que l'on voulait et exploiter si mal le ballon. » Arnaud, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu partages cette analyse de Didier Digard ? Ah oui, totalement, sur les 5 derniers mots. Ils ont été incapables d'exploiter le ballon. Parfait, je suis tout à fait d'accord. Pour le reste, c'est pas la première fois qu'avec M. Digard, on a un petit peu des différences de vue sur les matchs. Ça m'est arrivé quelques fois la saison dernière de pas être tout à fait d'accord avec lui en conf de presse. Ça chauffait un peu des fois. En fait, il essaye toujours de défendre son équipe, de défendre ses joueurs, et ça, c'est tout à fait louable et respectable. Mais à un moment ou à un autre, il y a le principe de réalité. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu le match, et je pense que vous l'avez vu, évidemment les copains, vous l'avez regardé aussi, on ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Tactiquement, ils ont été complètement... Enfin, ils ont pris... il y avait des courants d'air de partout. C'est uniquement parce que Monaco a raté des occasions assez nettes, des opportunités, et quelquefois même pas des vraies occasions, c'est-à-dire que l'avant-dernière passe était bonne, et puis ça bricolait, etc., parce que là, on est aussi dans la préparation, et puis tout le monde n'est pas encore au même niveau. Mais le Havre était quand même très loin de Monaco, et y compris, et là peut-être que David va pouvoir nous aider, parce que c'est le monsieur tactique, y compris sur ce plan un petit peu organisationnel, on a fait comme on a pu, on a mis un petit peu le bus, et puis quelque part, tu l'as dit tout à l'heure, sur les comptes ça allait pas, et on perdait beaucoup trop vite le ballon. C'est pour ça que je suis d'accord avec les 5 derniers... Mais ça compte un peu de savoir manier le ballon en foot, ça peut aider un peu, quoi. David, est-ce que le mal de ce HAC, est-ce que les difficultés que décrit Didier Digard, est-ce qu'on peut les résumer à cette incapacité à utiliser le ballon ? Est-ce que le mal est plus profond que ça ? Non, sur ce match-là, de toute façon, dans un premier temps, on ne peut pas tirer de conclusion encore hâtive. Tout le monde n'est pas là, tout le monde n'est pas au même niveau, il avait des absents, bref, il n'a pas pu tirer la quintessence de son effectif actuellement. Après, pour rebondir sur l'aspect tactique, leur plan de jeu, il était clair. C'était bloc bas,
c'était fermer toutes les passes intérieures parce que il ne voulait pas que les 4 joueurs offensifs monégasques puissent venir déformer leur triangle, venir déformer leur ligne défensive. Ça n'a pas été trop mal exécuté, sauf que le truc derrière, c'est que quand tu fais ce genre de choses, mais il faut que tu aies des joueurs qui aillent vite devant. Et puis il faut sortir les ballons proprement. Et puis il faut sortir les ballons, et puis il faut sauter une ligne, parce que forcément, dès que les joueurs monégasques vont perdre le ballon, il y a une première ligne de pression, donc il faut trouver les joueurs plus haut. Et il n'y avait pas ces joueurs-là. C'est pas Yacine Kesta. Pour moi, Yacine Kesta, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'effectif havrais, mais on ne pouvait pas lui demander ça à excentré gauche. Après Issa Soumaré, on sait qu'il performe quand il est sur un côté. Là, on l'a mis dans l'axe, c'est compliqué pour lui. Et puis, il y avait le pauvre... comment il s'appelle Sanganté à droite. Non, Namli. Ah, Namli. Namli qu'on n'a pas vu, qui a eu du mal à trouver ses repères. Donc, c'est bien de faire ce genre... C'est pas le problème de faire ce genre de bloc bas et ce genre de philosophie, de plan de jeu. Mais derrière, il faut mettre les joueurs en conséquence, avec des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur dès qu'on récupère et qu'on joue vite. Vivien. Moi, je crois comprendre le propos de Diard quand il parle de cohérence. C'est cohérent au regard de l'effectif à disposition et des joueurs qui sont sous sa main. Cohérent si on était sur un effectif qui avait un niveau équivalent à celui de Monaco. Là, effectivement, on pourrait dire qu'on s'est complètement fourvoyé et qu'on est à côté de nos pompes, que les choix tactiques sont mauvais. Là, il a mis sur le terrain les hommes qu'il a pu mettre au regard des recrues qui ne sont pas encore arrivées, des départs non remplacés, des blessés. Des états de forme. Des états de forme. S'il a mis Keshta centré gauche, c'est pas pour le plaisir de le mettre à cet endroit-là, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Youté en numéro 6 en sentinelle devant la défense, c'est pas un choix tactique de sa part volontaire, c'est parce qu'actuellement, il manque le remplaçant de Manga. Mais Seko peut jouer milieu défensif. Il a déjà joué milieu défensif. Et puis Rassou, et puis Bono aussi. C'est pas sur ce poste-là qu'il a joué. Bien sûr, mais c'est un poste qu'il a déjà évolué, alors que Youté, on a vu qu'il était complètement perdu. C'est compliqué, mais on va en parler un petit peu plus tard. Il y en a quand même un qui a tiré un peu son épingle du jeu. Maintenant, on va passer à notre rubrique Top Flop que vous retrouverez désormais chaque semaine. Et le top de la semaine, c'est Rassoul Ndiaye qui effectivement a tiré son épingle du jeu au milieu de terrain. David, un petit focus sur la performance du milieu de terrain. Oui, j'ai apprécié la performance de Rassoul Ndiaye parce que j'ai trouvé qu'il était constamment en train de casser les lignes de passe, qu'il était constamment en train d'équilibrer l'équipe malgré que ça soit pas lui la sentinelle. Il essayait toujours, en fonction des déplacements de Bono ou les déplacements de Youté, de venir compenser, de venir créer de l'espace ou venir mettre de l'intensité. Et puis surtout, à l'image de son but, il a défendu en avançant. Et ça, dans le football moderne, quand on défend en avançant, tout de suite, on se crée des occasions. Et j'ai trouvé son activité plutôt intéressante et sa qualité technique aussi intéressante. Aurélien ? Ouais, pareil, je rejoins David. Il a su apporter le surnombre quand il y avait besoin sur des déplacements aussi bien à droite. Il était plus sur la gauche quand même, à fermer le couloir gauche, mais quand il y avait besoin d'amener le surplus, il l'a fait. Sur le but qui marque, ils vont presser à 3, donc ils vont harceler vraiment le joueur qui vient de rentrer. Ils arrivent, ils font le décalage, ils se créent une opportunité. Donc il a été en mouvement, il a toujours été dans les phases de repli bien positionné. Il a toujours essayé d'amener des passes vers l'avant. Et très peu l'ont fait sur ce match-là. Et c'est à noter. C'est pas dans son registre naturel, puisque d'habitude, il y avait d'autres joueurs. Traoré était plus un joueur qui avait tendance à le faire. Et ben là, je trouve qu'il a vraiment pris quand même la mesure du milieu de terrain. Et il est vraiment sorti du lot. Alors, soit parce que les autres étaient moins bons, et on n'a vu plus que lui, ou alors, effectivement, il est peut-être monté en gamme, ou c'est peut-être un des plus frais. J'ai eu l'occasion de voir une des vidéos sur le site du club, où on le voit, la prépa, il a l'air de l'avoir fait vraiment correctement, et lui est peut-être justement un peu mieux réglé que les autres. Voilà. Vivien, un mot sur la prestation de Rassoul Ndiaye. Il l'a dit en interview, pour revenir sur ce que tu dis, Aurélien, qu'il voulait vraiment que cette saison soit la sienne, parce que c'est sa 3e année au WAC. Il n'a pas vraiment eu l'opportunité en fait de s'imposer comme titulaire au milieu de terrain. Je pense qu'il a le potentiel, vraiment, ce jeune, à lui nous montrer dans la durée qu'il est taillé pour une place de titulaire. Il avait fait un très bon début de saison l'année dernière. Souvenez-vous, il avait marqué des buts importants. Puis au fil de l'eau, en fait, un peu comme toute l'équipe, tout le monde s'est délité, quoi. Donc il a un peu rentré dans le rang. Il n'a pas trop eu l'opportunité de se montrer à nouveau. Et là, peut-être qu'une occasion se présente à lui, puisque on sait de toute façon, avec les moyens limités du HAC,
on va pas pouvoir recruter pléthore de milieux de terrain, donc il a une belle opportunité de s'imposer cette saison. Arnaud ? C'était un joueur qui avait montré pas mal de qualité du côté de Sochaux, son club formateur, et en Ligue 2, il avait montré qu'il savait faire pas mal de choses. Et peut-être qu'il a fallu un petit peu. Il y a des joueurs comme ça qui ont du mal à franchir ce palier. Il faut un petit peu à cranter, pas mal ça. Je prends. Et c'est vrai, il faut un petit peu digérer ce changement entre le jeu, évidemment, qui n'est absolument pas le même, et puis aussi, c'est souvent chez les milieux de terrain d'ailleurs, parce qu'on demande beaucoup de choses différentes, que ça soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, à des milieux de terrain de ce type, un peu et qui se projettent ou qui doivent récupérer, etc. Et puis aussi, quelque part, avec un peu la médiatisation, l'attention un petit peu des supporters, etc. C'est un petit peu différent. Et je voulais juste 30 secondes, mettre un petit encouragement. C'est pas un top, mais c'est sur Samatta. Je l'ai trouvé intéressant quand il est rentré, l'attaquant. Et on va peut-être parler un petit peu plus tard du mercato, mais je pense que le HAC a peut-être trouvé un petit profil intéressant. Et tu parlais tout à l'heure, David, du positionnement de Yacine Keshta. Est-ce qu'on peut imaginer justement qu'un Keshta associé à Ndiaye dans l'entrejeu, ça pourrait donner quelque chose? Oui, avec Abdoulaye Touré derrière, je pense qu'on retrouvera un milieu de terrain cohérent, avec de l'impact et du duel côté Touré, avec défendre en avançant côté Rassoul Ndiaye et Yacine Keshta, avec la qualité de Yacine Keshta se retrouver entre les lignes. Enfin voilà, l'année dernière, ce milieu de terrain, il était plutôt complémentaire, je trouvais, et j'espère qu'on fort. Oui, c'est exactement. Ouais, je trouvais que c'était un vrai milieu de terrain de Ligue 1. Et puis j'ai l'impression, moi, qu'ils ont des profils qui sont complémentaires. Exactement. C'est-à-dire, tu l'as dit tout à l'heure, l'absence, évidemment, du totem du milieu de terrain. Du taulier, Touré, a fait que c'est un petit peu fragilisé. Et avec deux petits électrons un peu plus libres comme ça, Keshta avec sa technique, Rassoul avec son envie, comme tu disais tout à l'heure, défendre, avancer, etc., eh ben, c'est intéressant. Oula, on siffle la mi-temps. On siffle bientôt la pause. On vient de parler de Rassoul Ndiaye dans la partie top. On va maintenant aborder le flop de ce Monaco. On est obligé. On est un petit peu obligé. Mais ça, on va le faire juste après une courte pause. On se retrouve tout de suite, juste après, pour parler du flop de ce Monaco HAC. Après le top, place au flop de ce Monaco HAC. Et ce flop, il est également au milieu de terrain. Ce flop, c'est Etienne Youté. David? Oui, alors après, moi, je vais un peu mesurer mes propos parce que je pense que le garçon ne l'a pas mis dans les meilleures dispositions. Déjà, oui, alors il faut rappeler qu'il a joué à un poste inhabituel. Exactement, c'est vraiment un habituel du défenseur central, soit à deux axiaux, soit à 3. Et moi, je le trouve plutôt performant dans ce registre-là. Et là, on lui a vraiment pas fait un cadeau. Et on lui a demandé de jouer devant la défense, on lui a demandé de fermer toutes les passes intérieures, de couper toutes les trajectoires de passes. Et puis on lui a demandé une deuxième chose, c'est lorsque le ballon était sur les côtés monégasques, venir se glisser dans la ligne de 2 entre Seko et Loris Gauthier. C'est hyper compliqué quand c'est pas un garçon qui est habitué du poste. Il faut qu'il prenne des milliards d'informations avec la fatigue venant. Et on l'a vu, il y a eu des manquements. On l'a vu, il n'était pas capable de fermer les passes à un moment donné. Il n'était pas capable d'être au duel, notamment sur certains centres. Donc, moi, j'ai trouvé que peut-être il n'avait pas fait une bonne prestation, mais à sa décharge, c'est que c'était pas son poste et que c'était compliqué. Et je pense que sur ce match-là, Didier Digard lui en a demandé beaucoup pour une première fois et sur un one-shot, en fait. Alors, je suis d'accord, David. Tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il y a juste un souci. Sur le premier but, il se désintéresse de l'action, il manque de réactivité. Et là, c'est son rôle de défenseur. Donc, c'est pas milieu de terrain. Il va pas presser alors que c'est à lui d'y aller. Et sur le deuxième, il me semble bien que c'est lui qui est sur 10. C'est ce que je disais, il a eu des manquements. Parce qu'à un moment donné, il n'a pas été lucide. C'est-à-dire que sur les ralentis, etc., sur le direct, je me dis, mais qui est sur lui? Je sais même pas. D'ailleurs, il arrive, il n'est pas sur l'image, etc. En fait, il est collé à lui. D'ailleurs, s'en va. T'as Youté qui est là. Tiens. Ah merde, il est parti. Ah bah oui, il est parti, trop tard. J'ai dit un gros mot, je suis désolé. Il est parti, poum, but. Voilà. Et ça, c'est dans la continuité de ce qu'il propose depuis la saison dernière. Ouais. Il a fait une excellente première saison en Ligue 1 avec le HAC. Oui, il avait été sérieux, vraiment. C'est là qu'il a commencé un petit peu à sortir un petit peu du lot et à prendre un peu de valeur sur le marché du mercato des transferts. Et puis la saison dernière, avec son transfert avorté à Hoffenheim, c'est l'ombre de lui-même. Le nombre de matchs où il jouait à son poste en défense centrale, où il était nonchalant. Moi, il y a des matchs, franchement, dès qu'il avait le ballon des pieds, il me faisait peur. J'avais des sueurs froides, quoi. Il y a eu Hoffenheim, mais
quelques renseignements et transferts, forcément, vu mon boulot. Et en fait, ça a été très très proche de Nottingham aussi, surtout. Ah oui. Et c'est ça, le premier truc qui lui a mis un petit coup derrière la musette, derrière la tête, c'est Nottingham. Voilà, je sais de choses très très sûres qu'il y avait une offre qui partait, etc. Le Havre a dit hors de question. Et puis derrière, il y a eu la deuxième lame, on va dire. Il y a eu Offenheim. Et là, le gamin, perdu complet, je suis d'accord avec toi, alors que c'est quelqu'un qui a énormément de qualité. Et c'est là, on revient là, encore une fois, c'est dur de lui tomber dessus parce que justement, on sait qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions psychologiques. Tout à fait. Bien sûr. On sait que peut-être il n'est pas hyper performant encore en tant que défenseur central parce qu'il n'a pas avalé à la pilule, il n'est pas passé à autre chose. Le mettre en 6. Et puis on le met en 6 Oui, avec, c'est sûr, attention, c'est sûr. il y a 6 et 6. Sentinelle devant la défense avec 2 missions. Enfin, en fait, je veux dire, quand même. Contre Monaco. Contre Monaco, Oui, tout à fait. Tout à C'est pas fait. contre Angers ou. c'est méchant quand même. Oui, c'est vilain. C'est hyper compliqué. Enfin, vraiment, c'est dur pour lui. C'est vrai. Sanganté avait une bonne tête de candidat aussi, il faut être tout à fait honnête. Oui, alors, mais il Sanganté, n'était qui pas est quand son même- poste non plus. qui est quand Oui, même, il était pas son fautif poste. sur un début monégasque, Sanganté. Oh bah il couvre pas du tout. Hein. Lui aussi, il est en train de regarder en l'air et puis Et qu'il n'est pas partait non dans plus à son son poste. Il n'est pas non plus à son poste. Exactement. Et puis à chaque fois qu'il a Aurélien. joué latéral droit, c'était compliqué. Hein. Aurélien, un mot sur la prestation de Youté. Moi, alors le fait qu'il soit pas, comme l'ont dit les copains, à son poste, ça a dénaturé automatiquement son jeu. Les passes étaient pas dans le sens qu'il a l'habitude de faire, puisque là, fallait aller vraiment. Moi, je trouve en défenseur, c'est les défenseurs anglais, rugueux sur de l'attaquant. Au contact, tout le temps. Voilà, toujours dans l'agressivité, En avançant. mais agressivité positive. Et passe à Toujours 3 mètres. Et aller, passe à 3 mètres. Voilà, Pas plus. mais limité. C'est pas le joueur fin comme Keshta qui est capable de te relancer avec une belle registre. passe ou autre. C'est pas le même Là, poste. automatiquement, tu te mets ton 6 qui est censé être la pierre angulaire comme un Busquets, puisque c'est le même poste. Hein. C'est ce qu'on lui a demandé de jouer à ce poste-là. Comme Touré. Devant la défense. Comme Touré, sans même aller chercher les Busquets. Non, mais voilà. Où tu fais des relances propres, et là, tu ne les as pas eues du tout. Là, il s'est débarrassé du ballon. Mais parce que, aussi, peut-être, il est limité techniquement pour ce poste-là. Et Non, donc, mais c'est- automatiquement... Je suis pas persuadé qu'il soit limité. C'est un footballeur professionnel. Alors on sait qu'il y en a qui sont limités, hein, je dis pas le contraire, mais moi c'est surtout qu'il a été. On lui a rempli la tête toute la semaine, ou depuis 15 jours, ou depuis 3 semaines, d'informations qu'il n'a pas pu digérer. Et que lorsqu'il était sur le terrain, il n'était pas efficace, il n'était pas efficient en fait. Il pensait, ah oui, si je me mets là, il faut que je fasse ci. Alors que quand il joue def central, bah c'est des automatismes, c'est machinal en fait. Alors que là, il se dit, putain, si je me trouve, si je ferme pas la porte là, si je viens pas m'insérer entre Seko et Loris, et je vais pas être à la réception du centre. En fait, il y avait un milliard d'informations qu'il n'a pas pu traiter et qu'il n'était pas en capacité de traiter. Et David, il y a un truc aussi, c'est qu'il n'a pas l'expérience Ouais. pour faire le tri, c'est-à-dire dire, bien sûr Je que vais les consignes hiérarchiser, des coachs, c'est important, il faut les suivre parce que sinon on dégage. Mais d'un autre côté, ça, je vais peut-être le mettre Oui. de côté, Oui, je c'est suis assez d'accord. compliqué. Voilà, je C'est vais un jeune aller- joueur. En fait, c'est un jeune joueur. Mais hein. c'est exactement ça. C'est C'est pour ça que c'est exactement dur de lui tomber dessus. Vraiment, Oui, moi, ça oui. m'a fait mal. De Bah là, lui tomber cela dit, dessus. on est en train de tomber sur son coach. Aussi. En En passant. tout cas, le fait qu'il soit titularisé à un poste inhabituel pour lui, la titularisation aussi à un poste inhabituel pour Yacine Keshta, tout ça, ça pose des questions sur l'effectif du HAC. Est-ce que cet effectif, finalement, est suffisamment armé pour une 3e saison consécutive en Ligue 1 On va d'abord écouter ce que Didier Digard, après la défaite de samedi à Monaco. Il disait: on a l'envie de le faire, on a l'espoir de le faire, on a besoin de le faire. Après, c'est juste, est-ce que financièrement, on va réussir à le concrétiser? Et là, il parle d'un renfort offensif. On est bien d'accord. Alors, messieurs, question simple. Est-ce que cet effectif est suffisamment armé pour une saison en Ligue 1? Et surtout, quel manque pour combler, pour étoffer cet effectif? Vivien. Dans l'état actuel des choses, l'effectif n'est pas suffisamment armé. Déjà numériquement, il manque du monde par rapport à la saison dernière. Je sais que le staff sportif souhaite réduire le nombre de joueurs à disposition pour des raisons budgétaires, Ouais. voilà, en intégrant des jeunes. Mais on n'a pas remplacé Hassan, on n'a pas remplacé Ayou. Joujou, même si Joujou, Oui, mais quand même, Casimir. Voilà, Casimir, Casimir. voilà, Alors, évidemment. sur les ailes, on a quand même remplacé, on a récupéré Kiremi, Mbambi, on a récupéré Namli. Par contre, en numéro 9, on a récupéré Samata, mais Samata, il est encore à court de forme, il n'est pas tout à fait prêt. Et il nous manque un autre numéro 9. Logbo, j'ai cru comprendre qu'il allait être prêté dans Oui, un de club nouveau, de seconde division, nationale, je ne sais plus. Donc il va falloir du monde, et aussi du monde au milieu de terrain.
le poste de Manga n'a pas été remplacé. Et c'est quand Manga est arrivé en seconde partie de saison l'année dernière qu'on a commencé à être performant. Et Touré, en fait, son vrai poste, c'est pas numéro 6. Touré, c'est devant le numéro 6. C'est en compagnie de Keshta. C'est là que le trio Manga, Touré, Keshta avait été ultra performant et on avait réussi à se sauver grâce à ce nouveau trio. Alors, juste pour rester sur le secteur offensif, on a l'impression que c'est un sujet récurrent. Ça fait plusieurs saisons qu'on parle de ce déficit. Depuis que la nouvelle équipe est arrivée, l'année de la montée, on avait déjà des gros problèmes offensifs. On est monté grâce à une défense de fer et on n'a pas su régler le problème pour des raisons financières parce qu'un attaquant, une ligne offensive, ça coûte cher. C'est ce que j'allais dire, Gilles. C'est 15 exactement millions. ça. À partir du moment où tu n'as pas d'argent, les attaquants, ce sont des denrées rares. Pardon, David, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils ont zéro. Oui, non, Non, mais c'est même ils bien ont que pas ça. d'argent. Non, mais souvent on dit Oui, c'est les vrai. équipes n'ont pas Tout à d'argent. fait, Pardon, je t'interromps, excuse-moi, Oui, mais oui. les équipes n'ont pas d'argent, mais ils ont quand même 1 ou 2 millions. Là, il faut qu'ils ils recrutent ont pour zéro. zéro, Ouais, je sais le bien. père Bonnemer. Et c'est pas Eric Antoine ou David Copperfield. Pardon, excuse-moi, mais c'est Non, mais important t'as parce raison. que- Mais déjà, si tu vends l'attaquant chevronné qui te marque 15 ou 20 buts en Ligue 1, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué. Maintenant, c'est les bons coups. Un peu à l'image hier soir du match PSG Nantes. On voit le jeune Yacine Bentahab. Pourquoi on se tourne pas vers le national ? Moi, pour suivre de manière assidue le championnat national, il y a des joueurs de profondeur, il y a des joueurs qui marquent des buts, il y a des joueurs qui sont capables de se retrouver dans la surface. Notamment sur BFM Normandie. Tu le suis, Notamment, national. exactement. Et donc forcément, il y a des bons coups à faire. Peut-être qu'il faut se tourner vers ce championnat. Et quand on voit le garçon hier soir avec Nantes qui joue face au PSG, meilleur buteur du championnat national l'année dernière, on se dit ah ouais quand même. Et le garçon, Paul, il vient d'où ? Et il vient de Paul, il Épinal. vient du national. Ouais, il vient d'Épinal. Ouais. Il y a plein de. Il y a Des plein cours de nationaux, exemples. on en fait. Zouaoui, Oui, il vient de oui. Martigues. Doucouré, il vient... non, il était en national ou en seconde division, Doucouré ? Il venait du Red Star, seconde division. Ouais. Mais on entend, c'est vrai qu'on s'oriente un peu plus. Non, je parlais sur l'aspect offensif. Oui, parce qu'il y a des, oui. parce que tous les ans, il y a des joueurs qui se révèlent en national. Tous les ans. Tous les ans, il y a des belles surprises et il y a des joueurs avec une forte marge de progression. Donc peut-être qu'il va falloir se tourner vers ce genre de championnat. Moi, je me demande si le mercato, il n'est pas presque plus réussi que le précédent. Pourquoi Arnaud ? Parce que j'ai l'impression que... Alors, forcément, le Havre a pris 2 latéraux, 2 métiers, Delaine et ce sont des gens qui ont prouvé, qui ont montré. Sauf qu'il n'est pas là. Le Samata, je suis désolé, j'ai ma petite musique qui revient. Moi, il m'a bien plu sur des prises de balles, sur des prises de profondeur, etc. J'attends de voir. Mais il ne peut pas tenir la baraque tout seul, si tant est qu'il puisse tenir le choc. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui peut être ? Soit aller à chercher en national, mais dès qu'il y a un attaquant qui marque 12 buts ou 13 buts en national, on vient lui aller dessus. Est-ce que quelque part, il ne pourrait pas aller voir du côté du Havre, et je pense que c'est ce qu'ils font, des grosses écuries qui ont des gars à relancer, soit des jeunes, soit des types qui... Voilà, je regardais à Monaco, Boidou, ils savent pas quoi en faire. Alors, il n'a pas été terrible à Monaco, mais c'est un mec qui a quand même prouvé. Au départ, c'est un Néerlandais. Alors, je crois qu'il était à Twente, là, il était prêté, mais il n'a pas été dans des bonnes situations. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas Ilini Kena, là il est rentré un peu en fin de match, mais quand Balogun va être là, c'est un joueur qui ne jouera pas. Est-ce que quelque part, leur mettre en selle, et il y en a d'autres, bien sûr, il y a des jeunes, Mumbumba, là, à Marseille, qui est un gars qui a de la qualité, il s'est un peu fait tailler, parce qu'ils ont été bien aise de le trouver pendant 2-3 mois. Est-ce que... Alors bien sûr, ça ne fait pas forcément rêver, mais d'un autre côté, si Samata fait le métier et qu'il y a un autre gars à côté qui le pousse un peu et qui a des qualités, ça peut être intéressant à moindre frais, j'allais dire, entre guillemets. Le recrutement, cette année, ils l'ont quand même fait. PAOK Thessalonique, Zwolle, Saint-Gall, Grasshopper-Zurich, qui sont allés un peu se promener en Suisse pour essayer de trouver dans des championnats moindres. Le fait d'avoir essayé des jeunes joueurs, ils l'ont fait également l'année dernière avec Ousni, en se le faisant prêter du PSG. Il était concluant, pourtant il était un des meilleurs buteurs au niveau de la Ligue des Champions, au niveau des jeunes. Mais c'est un peu tendre, toi, la mais- Ligue, c'est un peu tendre quand même. C'est la Ligue 1, là, un c'est 19, pas... tu peux quand même. L'année dernière, on ne l'a pas fait jouer. Il n'a pratiquement pas eu de temps de jeu. T'as vu le plan, Et le PSG a de jeu respecté, l'année d'ailleurs. dernière. L'année dernière, le plan de jeu, c'était bloc bas, projection. Il est soutenu, c'est impossible qu'il fasse ça. On l'a vu 2-3 fois sur des matchs. Le pauvre, il C'est faisait pas- mal. Donc ça veut dire que le prêt que tu as obtenu ne correspondait pas au plan de jeu. Donc il va falloir aller chercher des joueurs dans le même registre. Avec de la Quitte à profondeur. ce que ce soit des joueurs qui se relancent. Les gars que je t'ai donnés, là, c'est ça. Hein. Mais il y a combien de joueurs en ce moment qui sont à l'UNFP C'est compliqué, l'UNFP. Est-ce que tu sais, le problème de l'UNFP, c'est qu'il les prépare juste pour être recrutés. C'est-à-dire que, David, tu connais ça, ils sont bons pour 1 mois, 1 mois et demi, parce qu'il faut qu'ils fassent des essais et qu'ils soient bons tout de suite. Que ce soit- Et après, eh ben, ils ont un petit temps et il faut une réathlétisation encore, ou en tout cas une remise à niveau athlétique pour qu'ils soient... Donc c'est très compliqué. Puis assez souvent, les joueurs qui ont une petite notoriété, qui peuvent avoir un impact,
ils vont pas à l'UNFP. Ça, c'était bon. Je me souviens, en 98, il y avait Guy Varche qui était champion du monde et il y avait Rouxel qui était à l'UNFP. Bon, ces gars-là, c'était quand même un bon buteur de Ligue 1 à l'époque, Rouxel. Donc, ils n'y vont plus à l'UNFP. Aujourd'hui, c'est des joueurs un petit peu de moindre niveau. Et toi, tu as besoin de quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Mais si je vous écoute, messieurs, on a l'impression que voilà, le mercato du HAC, il est déjà bouclé ou... C'est là où j'allais nuancer, c'est qu'il reste 15 jours. Et que, effectivement, comme l'a dit Arnaud, il y a des effectifs qui vont dégraisser avant la fin, parce qu'il y a des gamins qui vont se rendre compte qu'ils vont pas jouer, qui vont activer le levier agent, et vont dire, vas-y, trouve-moi un club de Ligue 2, Ligue 2+, ou Ligue 1-, et puis il faut que j'aille jouer. Et je pense qu'il y a encore des coups à faire. Vraiment, je pense qu'il y a encore 15 jours, on est largement, dans le la masse salariale du club fait que ça ne pourra peut-être pas se faire à cause de ça. Ça sera un prêt payé. Ça sera un prêt. Donc là, il faut trouver des structures, et en championnat de France, ça se fera très peu. Il va falloir aller chercher des joueurs à l'étranger qui, eux, ont les moyens d'absorber une masse salariale d'un joueur que tu prêtes. C'est pour ça que je te parlais de gros clubs comme Monaco, comme Marseille, comme... Et je pensais, alors je vais un peu à l'encontre de ce qu'a dit sur Rosny, mais le petit Meïté là, qui a 17 ans, qui a un vrai phénomène, peut-être qu'à Rennes, ça peut être intéressant aussi. Bon, on aura l'occasion de toute façon d'y revenir dans les prochaines émissions. On va d'abord jeter un petit coup d'œil au classement de cette Ligue 1 pour constater que, bon, évidemment, c'est anecdotique pour le moment. Après une journée, le HAC pointe en dernière position. Ça ne veut évidemment rien dire au bout d'une journée. Ce qui est surtout le plus intéressant, c'est le calendrier des Ciels et Marines, puisque on finit de jeter un coup d'œil au classement. Voilà, le calendrier donc du HAC, 2 matchs à domicile, 2 matchs à Océane, avec d'abord la réception du Racing Club de Lens et puis de l'OGC Nice. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 2 matchs à domicile? Et voilà, quel est l'objectif comptable, on va dire raisonnable pour les Ciels et Marines? Vivien? Raisonnablement, pas de victoire. Même si Lens en ce moment et Nice, c'est un peu compliqué, le début de championnat est compliqué, surtout pour Nice qui a enchaîné une double défaite contre Benfica en Ligue des Champions et contre Toulouse ce week-end. Je pense qu'au-delà du résultat, je vais répondre un peu à côté. Pour moi, c'est pas le résultat comptable qui est important en ce moment. C'est vraiment arriver à retrouver une cohérence de jeu et à se projeter sur les journées qui vont suivre, les 10 prochaines journées. C'est-à-dire que moi, je serais satisfait, même si on perd, si on est capable de voir un semblant de produire quelque chose. Voilà. Chose qu'on n'a pas vu là sur le match de Monaco, parce qu'on est parti trop loin. Ouais, je pense qu'il faut pas. Il faut pas trop se projeter sur ces 2 matchs à domicile, parce que on a des mauvais souvenirs quand même des saisons précédentes à domicile. Mais effectivement, je suis assez dans la lignée de Vivien. C'est essayer déjà de remettre les joueurs à leur poste, essayer de trouver une cohérence, faire des choses simples, retrouver des fondamentaux, reprendre les fondamentaux plutôt, parce que sur les 6 derniers mois, j'avais trouvé qu'il y avait des choses qui étaient revenues quand même la saison dernière. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de remettre tous les joueurs qui sont arrivés par étapes à niveau. Et effectivement, je pense qu'on pourra faire un premier bilan dans une dizaine de journées. Et là, effectivement, on pourra se projeter un petit peu plus. Aurélien, tu attends quoi de ces 2 matchs à domicile? Je pense que c'est le meilleur moment pour les prendre. Ils sortent de 2 défaites. La prépa a peut-être pas été poussée à fond. Ils sont peut-être un peu comme nos joueurs, un peu à court de méforme, où il manque peut-être du jus, puisque c'est un peu ce qui s'est passé ce week-end là-bas. Moi, je me dis que là, il y a peut-être moyen de les jouer au bon moment. C'est des équipes qui vont jouer potentiellement un haut de tableau plus. Il vaut mieux les attraper maintenant que les attraper plus tard, quand ils vont avoir une prépa finie, qui vont être sur une lancée. Je suis totalement en désaccord avec toi. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est pas le bon moment d'avoir, pour une équipe qui est aussi à l'aise à l'extérieur comme le HAC et qui a autant de problèmes à domicile pour faire le jeu, je pense que c'est pas une bonne chose de prendre ces 2 équipes-là, parce que oui, vu comme ça, tu as raison, on se dit, ils sont pas trop, ils ont un peu la tête en vrac, etc. Mais ils ont 2 coachs qui savent y faire, ils ont des effectifs qui sont quand même assez imposants. Le Thauvin, là, il est rentré pendant le match, là, mais il va avoir une semaine de préparation en plus. S'il commence à faire la musique et à débuter le match, ça va être compliqué. Et ce sont 2 équipes qui vont être difficiles à manier pour un HAC qui n'a jamais été très très à l'aise à domicile. Pardon, j'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison, mais je suis assez méfiant. Je suis assez dans la lignée d'Arnaud. C'est que pour avoir vu le match Lens-Lyon, il y avait énormément d'intensité, et même notamment l'aspect de Lens. Et puis juste pour terminer sur Nice, il y a beaucoup de blessés. C'est peut-être le moment pour Nice. Je vais essayer de nuancer entre les deux. Peut-être que là, Nice, ce sera peut-être le moment.
Bon, on en reparlera évidemment, on fera le bilan après ces 2 matchs à domicile. On referme cette longue page consacrée au HAC et on se retrouve juste après une courte pause. On va parler national avec notamment le derby entre QRM et le Stade Malherbe-Caen. À tout de suite. La troisième partie de ce COP Normandie avec une longue page nationale. On va d'abord évidemment évoquer le derby entre QRM et le Stade Malherbe-Caen. Un partout à Diochon ce week-end. On regarde d'abord les images de la rencontre et on débriefe ensuite la rencontre. Alors petit souci technique, on va parler de la rencontre malgré tout. Un partout donc entre QRM et Malherbe qui avait ouvert le score par Bottella à la 32e minute et puis cette égalisation dans le temps additionnel sur penalty. On va voir les images. Deuxième journée de national, le premier derby normand de la saison à Diochon a vu 2 équipes se neutraliser. Un partout entre Quevilly, Rouen et Caen. Ivan Bottella ouvre le score pour les visiteurs à la 33e minute. Égalisation signé Mehdi Moujetski dans le temps additionnel sur penalty. Premier point pris de la saison pour QRM. Malherbe manque de peu le carton plein. Alors on l'a vu avec cette égalisation dans le temps additionnel, les Quevillers accrocheurs comme on dit, et QRM qui prend son premier point de la saison, le point de l'état d'esprit, dit l'entraîneur David Carré. Est-ce que selon vous, ce point lance la saison de QRM? Arnaud? Forcément, parce que on va reparler un petit peu comme pour Le Havre et Monaco, quand on est face à un favori, parce que c'est vrai que quand il est un favori, ils sont pros, ils descendent, etc. Et qu'on est dans la position de Quevilly, même à domicile, c'est un point qu'on accueille. Évidemment, c'est toujours mieux de gagner à domicile, mais vu le match, surtout, parce que finalement, pour ceux qui ont vu le match, je ne doute pas que vous l'avez vu, vous, derrière votre écran, ou devant votre écran plutôt, c'est nous qui sommes derrière, ça a été très compliqué pour Quevilly. On va pas le nier. QRM a été ballotté dans tous les sens. Et finalement, ce n'est pas sur ce qu'a fait Quevilly ce match nul. C'est sur ce qu'il n'a plus fait Caen. Oula, j'ai du mal. Je la refais. Ce n'est pas ce qu'a fait Quevilly qui a permis de prendre un point. On va en parler juste après la prestation de Malherbe. Exactement. C'est sur ce qu'a plus fait Caen. Et donc, finalement, les valeurs ancestrales de Quevilly, de QRM, ça a toujours été se battre, l'état d'esprit, etc. C'est pas qu'ils n'ont pas de talent, c'est qu'on voit bien que les 2 effectifs ne sont pas alignés et il y en a d'autres en national qui ne sont pas alignés. Donc Quevilly, QRM, c'est forcément qu'il va falloir passer par là. David Carré le sait très bien, le coach, pour arriver à s'en sortir finalement. David, est-ce que l'état d'esprit loué par le coach, est-ce que c'est ça vraiment l'identité, la force de QRM cette année? Ça ne sera pas que ça, parce qu'à un moment donné, il faut aussi un petit peu de qualité technique, il faut aussi un petit peu de qualité tactique. Mais effectivement, vu que l'effectif n'est pas stabilisé, vu que l'effectif n'est pas complet, vu qu'il y a des joueurs qui viennent encore arriver aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui arrivent, oui, sur ce match-là, effectivement, comme a dit Arnaud, quand on aligne les 2 effectifs, on se dit, ça va être compliqué pour QRM. Et donc, effectivement, sur l'aspect comptable, ils prennent qu'un point, mais sur l'aspect mental, je pense que ça va leur faire énormément de bien. Effectivement, ça va lancer leur saison et ça va leur permettre de passer à autre chose et d'accueillir les recrues qui viennent d'arriver dans les meilleures dispositions pour pouvoir enchaîner sur leur saison nationale. Aurélien, comment tu juges, toi, le début de saison de QRM? Moi, la défaillance que j'ai remarquée au sein de cette équipe, c'est qu'ils ont pris 2 buts du côté droit. Donc je pense déjà que le coach va falloir qu'il fasse le travail de ce côté-là, soit trouver quelqu'un, soit modifier certaines choses, parce que ce côté droit a tendance à prendre le bouillon. Le petit Diallo, je suis très critique dans le football, parce que je pars du principe que c'est des footballeurs professionnels et qui sont censés être meilleurs, ou ils font partie de l'élite du football français. Quand je vois la qualité technique ou les relances ou le côté fébrile qu'a pu avoir le petit Diallo qui avait le numéro 21 dans le dos sur ce match-là, j'ai trouvé ça désastreux. Je regardais le match, je me disais mais c'est pas possible. Une passe à 3 mètres, impossible de la faire. Se retourner. Alors dans l'impact physique, athlétique, il est présent, mais je l'ai vraiment trouvé en deçà et ça me désole pour le foot, honnêtement.
T'es un peu dur juste d'en souligner un seul, quoi. Il y a quand même eu pas mal de... Ouais, mais lui, il est vraiment sorti du lot. C'est que d'autres, ok, il peut y avoir des différences ou des difficultés, mais lui, sur toutes les transitions, dès que je voyais un ballon arriver dans sa zone, je me disais, qu'est-ce qu'il va encore nous faire ? Une cagade. Ça se produisait à chaque fois. On va laisser Aurélien se calmer, Vivien. Oui, moi j'ai trouvé la prestation de QRM... je vais faire un parallèle un peu avec le HAC, avec ces équipes qui jouent en fait le maintien en fait. Parce qu'il faut pas se leurrer, QRM jouera le maintien et pas autre chose, hein. Ou un milieu de tableau confortable peut-être, un maintien confortable. Mais on surtout, leur souhaite. Voilà, on leur souhaite. Mais voilà, c'est une équipe qui se bat avec ses armes, qui fait ce qu'il peut, et moi je trouve qu'ils l'ont bien fait. Ils ont bien neutralisé Caen. Caen a fait un gros pressing sur les 20 premières minutes, et après tout doucement, j'ai trouvé que QRM récupérait des ballons hauts, mettait beaucoup de pression sur les joueurs et récupérait des ballons intéressants. Alors, ça n'avait pas forcément l'exploiter très mal, puisqu'en fait, il n'y avait pas forcément les armes offensives. D'ailleurs, ne pas oublier que devant, c'était Warren Sedi, qui est un petit gamin de 17 ans, qui joue avec l'équipe réserve, et puis Atekalom, qui a joué 5 matchs la saison dernière comme titulaire. Donc, comme pointe... Voilà, aussi. Donc, c'est compliqué dans ces conditions-là de demander à Quevilly de proposer une prestation, de récupérer le ballon et d'être efficace offensivement. Donc, moi, je trouvais que c'était une prestation encourageante de QRM. Maintenant, voir ce qu'ils vont recruter. Là, j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'ils avaient recruté Achille Anani, qui est un attaquant qui est 30 ans, connu du championnat national. Qui a été meilleur buteur à Bourg-en-Bresse l'année du Covid. Et qui était au Red Star l'année dernière et qui peut être un attaquant intéressant. Et voilà. Il y a le jeune Lensois qui a été prêté aussi. Aussi. Oui, après, juste pour recontextualiser, tu dis ils sont prévus pour jouer le maintien. Quand tu rembobines un peu, M. Mallet, il te dit il y a plus d'1 an, David Carré vient, on a pour ambition et pour projet de monter dans 2 ans. Donc normalement, là, on devrait avoir une équipe qui joue le haut de tableau. Je pense que si tu reposes la même question à M. Mallet maintenant, je ne pense pas qu'il te répondra la même chose. Si tu te remémores ce qu'il nous a dit ici, David Carré, il avait pour objectif de faire remonter le club après 2 saisons. Voilà. Après, j'ai parlé d'Éric Antoine et de David Copperfield. Je peux vous ajouter d'autres magiciens aussi. On est d'accord. Dini, tout ça. David Carré, je suis entièrement d'accord avec toi. Il porte bien son nom d'ailleurs. Mais c'est ce qu'il fait, c'est chouette. Mais après, je me permets, Vivien, moi j'ai plus trouvé, et ça va te faire une transition, mon Gilles, que c'est un peu Caen qui a perdu le fil plutôt que Quevilly qui a monté le niveau, le pressing, etc. C'est le principe des vases communicants après. Parce que c'est quand même assez terrible la façon dont Caen a perdu totalement le fil du match. Et en fait, le but est arrivé un peu comme le match, c'est-à-dire que Quevilly, ils ont une balle, ils lancent une balle comme ça en profondeur, ils sont 1 ou 2 dessus, et puis il y a péno. On prend, merci. Mais ils ont eu le mérite d'y croire, pardon. Parlons-en justement de la prestation des Malherbistes. On a vu une équipe effectivement supérieure techniquement, c'était indéniable. Parfois peut-être une équipe qui a eu tendance à ronronner un petit peu. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Mais en tout cas, cette prestation-là, elle pose quand même la question de est-ce que Malherbe finalement est taillé pour le championnat national? Est-ce que ça nécessite quand même des valeurs et des vertus peut-être un petit peu différentes que la Ligue 2? Est-ce que vous pensez que Malherbe a les armes pour justement jouer les premiers rôles en national? Moi, je vais te répondre. Moi clairement, je pense qu'elle a les armes pour... là, à l'instant, je te dis, elle a les armes pour jouer la montée en national. Pour jouer la montée, j'ai pas dit qu'elle allait monter, mais pour jouer les premiers rôles. Maintenant, c'est toujours le problème de ces clubs pros qui descendent dans un championnat un peu mineur. Et il y a des joueurs qui ont la tête ailleurs. Il y a des joueurs jusqu'au 31 août, 1er septembre, qui espèrent pouvoir retourner en Ligue 2, voire pourquoi pas en Ligue 1, un peu à l'image de Godson Kariemé. Et c'est un peu compliqué pour le staff de gérer tout ça, les états de forme, les états d'âme, les égos. Et j'ai envie de dire, s'ils sortent du mois d'août avec des joueurs qui vont pour quelques-uns qui vont s'en aller avec un aspect comptable plutôt positif, Maxime Dornano leur a réussi son pari. Parce que concerner des joueurs qui ne veulent pas rester ou qui ont des envies d'aller voir ailleurs, c'est jamais simple. On le voit tous les ans. C'est toujours compliqué. Maintenant, pour revenir à la presta de Caen, il y a une bonne heure. Il y a une bonne heure de maîtrise. Technique individuelle, technique collective. On est d'accord là-dessus, avec des principes de jeu. Et là, moi, quand j'ai vu Caen jouer hier, j'ai vu le FC Rouen quand Maxime Dornano y était, en fait. Avec cette volonté de jouer latéral, chercher intérieur, projection sur les côtés. Enfin, voilà, on avait tout. Tout le package Dornano, en fait. Après, moi, à mon avis, je pense qu'il manque un peu d'essence dans le réservoir.
Je pense que sur la dernière demi-heure, c'est pas forcément de la suffisance. Je pense pas que ça soit. C'est juste. Donc que c'est la un déficit oui, physique pour l'instant, en fait, athlétique. la prépa, soit elle n'est pas encore digérée, soit ils n'ont pas atteint le pic de forme, tout simplement. Ça, c'est ma vision des choses. Tu disais quand même tout à l'heure que voilà, Malherbe avait quand même clairement baissé le pied. Est-ce que tu lis ça à un déficit athlétique également ou Moi, je dis que c'est de la suffisance et de l'insuffisance. Ok. C'est-à-dire, c'est de la suffisance un petit peu. Je suis d'accord avec toi, Gilles. Je pense qu'ils se sont dit, attends, les balades, ça va. Nous, on vient du dessus. Il y a quand même, je rappelle quand même qu'il y a un international. Français, M. Villa. Et puis le but aussi, international. Exactement. Et puis des joueurs qui ont quand même des références. Donc le premier but les a peut-être pas aidés non plus. D'ailleurs, il le disait après le match. Marquer aussi vite un si beau but, parce que malheureusement, on n'a pas vu toute l'action. Mais l'action, elle est superbe. Elle est sublime, l'action, vraiment. Donc en fait, ça s'est bien déroulé. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on veut. Et finalement, je suis d'accord avec David, il y a une bonne heure, mais il y a une bonne heure sans autre but. Non, puis sans situation non plus. Il y a quelques situations quand même. Mais Bonji il fait pas 4-5 parades extraordinaires non plus. Non, mais il y a un poteau. Il y a quand même il me semble 2 ou 3 arrêts, si je me souviens bien. Ce que tu veux dire par là, Arnaud, c'est que cette supériorité manifeste, elle aurait dû se concrétiser davantage au tableau d'affichage. En fait, Ils auraient dû plier le match plutôt. Bien sûr. Et paradoxalement, je pense aussi que l'ambiance du stade, parce que le stade était rempli de 1000 supporters cannais. Il n'y avait quasiment pas de supporters de QRM, mais les supporters canadiens, on les a entendus. Tu vas te faire respecter de dire ça, toi. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et je pense que ça les a un peu endormis, parce qu'ils étaient soutenus, mais ils se sentaient tellement supérieurs, je pense que là, je te rejoins, c'est qu'ils avaient tous les éléments en leur faveur. QRM était inefficace, n'arrivait pas à aboutir à des... Il n'y a pas eu beaucoup de vraies occasions jusqu'au but, jusqu'au pénalty, quasiment rien. Et même le pénalty, il arrive un peu... Ils ont eu le mérite d'y croire. Ils ont eu le mérite d'y croire. C'est tombé du ciel. ciel. Voilà. Merci. Mais encore fallait-il être là. Et c'est leur mérite. C'est d'y avoir cru. Et finalement, d'avoir un peu parier sur, suffisance, insuffisant, manquement, vous mettez le mot que vous voulez, mais sur le fait que quand a pas tué le match, comme tu dis souvent, et ben voilà, et merci pour le cadeau. 25 décembre, exactement ça. Oui, Aurélien, vas-y. Non, mais il faisait le paradoxe par rapport au 25 décembre, parce que c'est exactement ça. Ils ont l'opportunité de tuer le match avant, ils le font pas. Le gardien, 2-3 fois, il glisse, il n'a pas les super appuis. Derrière, ils auraient pu se faire breaker avant. D'accord avec toi. Il m'a fait très peur, le gars. Ouais, moi, à un moment... Je suis totalement d'accord avec toi. On entend le commentateur, il va nous faire une Paoletta. Alors là, il s'est un peu enflammé, mais globalement, je me suis dit... si ça se produit, par contre, c'est super, ils arrivent à faire le jeu. Là, ça n'a pas été fait. Alors, ils ont eu des renforts. Là, il y a un attaquant qui vient de signer, Armand Nandouillé. Alors, excusez-moi, si 107 buts, 400 matchs. Alors, il a joué que D3 et D2 D4 en Angleterre. Mais 107 buts, ça va être un joueur confirmé qui va aussi amener le surplus offensif et qui va faire du bien au club, à mon sens. Et puis oui, pour moi, le club... est taillé pour la montée. Bon, en tout cas, le club, on ne sait pas, mais l'équipe... Le bilan comptable, il est là, 4 points en 2 matchs. On le verra juste après au classement, mais on va d'abord parler avant de voir le classement, on va parler de l'autre club rouennais de ce championnat national, le FCR, qui a ramené un bon nul, un partout de Dijon. On va voir les buts de cette rencontre en images. Deuxième match nul pour le FC Rouen sur la pelouse de Dijon. Le début de rencontre est catastrophique. À peine 2 minutes de jeu et déjà un désavantage d'un but. Yanis Barca trompe Axel Temperton. Mais les Diables Rouges reviennent dans le match grâce à Rocha Santos à peine 20 minutes plus tard. Score final 1 partout. Prochain match à domicile avec la réception de Sochaux. Et ça fait donc 2 points en 2 matchs pour le FCR, pour l'équipe de Régis Brouard. Régis Brouard qui a vu des joueurs courageux et solidaires. Ce sont ces mots. Est-ce que ça, c'est l'ADN du FCR ? Alors on va peut-être un petit peu paraphraser ce qu'on vient de dire sur QRM, mais est-ce que cette solidarité, cet esprit solidaire, est-ce que c'est ça l'ADN du FCR 2025-2026, David ? J'ai pas envie de résumer l'effectif et l'équipe de Régis Brouard à juste ça, parce que moi je vais pas être objectif, parce que c'est quelqu'un que je connais tellement professionnellement, que c'est quelqu'un d'ambitieux dans le jeu, c'est quelqu'un qui veut toujours jouer le haut de tableau, et j'aurais du mal à réduire le FCR à ça, quoi. Juste ça. Je pense qu'il faut beaucoup plus de choses. Alors il en faut, c'est important, hein. L'énergie, l'état d'esprit, c'est important, ça on est d'accord, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire autre chose avec le matériel qu'il y a. Arnaud ? Je connais un peu Régis aussi. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, j'ai
dans l'oreille quelques conversations qu'on a eues tous les deux, et c'est vrai que Rouen a quand même été bien malade. Et donc il faut un peu de temps pour guérir de tout ça. Il y a eu... c'est peut-être plus dans la tête que dans les jambes qu'il y a eu des soucis. Donc finalement, à l'échelle d'un club, pas à l'échelle des joueurs, à l'échelle d'une équipe. Donc finalement, il faut peut-être un petit peu de temps pour remettre tout ça en ordre de marche. Je pense que Régis Brouard est l'homme qu'il faut pour ça. Après, il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que quand vous regardez ne serait-ce que l'effectif de Caen dont on vient de parler et l'effectif de Rouen, c'est pas la même chose. Ils sont allés jouer contre Dijon qui est... Enfin, vous regardez l'effectif de Dijon, c'est autre chose. Il y a quand même des joueurs qui ont joué en Ligue 1. Il y a des gars qui ont quand même qui sont assez costauds. Donc finalement, voilà, ce point à Dijon est pas si mal et ils sont en rémission, on va dire. Voilà. En tout cas, après 2 journées, le FCR a donc 2 points au compteur. On va jeter un petit coup d'œil au classement pour voir justement la position du FCR et la position même des 3 clubs normands avec Malherbe donc, qui occupe la 3e place de ce classement de national. Le FCR qui pointe donc au 10e rang avec ses 2 points en 2 matchs. Et puis dans la seconde partie de tableau, QRM, on va le voir tout de suite, QRM 13e du classement avec 1 point en 2 matchs. Et maintenant, on va jeter également un coup d'œil au programme de la 3e journée de nationale, ce qui attend nos 3 clubs normands. Caen qui recevra Versailles, le FC Rouen qui recevra Sochaux et le QRM qui ira en déplacement à Villefranche. Sacré programme en perspective, messieurs. Intéressant. On va voir justement comment ils ont digéré tout ça, comment Queville, qui a lancé sa saison, va finalement peut-être prendre une petite respiration et aller un petit peu plus loin. Quand 3e, ils sont dans leur base, donc on va voir s'ils arrivent à se maintenir en podium. Et puis ce FC Rouen qui est un petit peu sur courant alternatif. Finalement, le match là, ça s'est bien passé. C'est le précédent où il y a eu un point contre une équipe qui est fleurie, qui n'était pas non plus un cador. Voilà, on va voir ce qui se déroule, Vivien. Oui, puisqu'embêtant pour Rouen, c'est toujours ce problème de huis clos. Quoi. Ça commence à être un peu pesant pour le club, parce que la saison dernière, il y a déjà eu 2 ou 3 matchs en huis clos. 5. En un an, ça fait 5 matchs. C'est beaucoup trop. Enfin, pour un club qui a l'ambition de monter, parce que c'était quand même l'ambition affichée par le président Tarkensar, voilà, il faut aussi, au bout d'un moment, si on veut arriver à gagner à domicile, il faut devant son public. Alors on va refermer cette page football, mais avant de se quitter, un détour par la patinoire de l'Île-la-Croix. On va revenir brièvement sur la préparation des hockeyeurs rouennais, les Dragons, victorieux ce week-end d'Angers, sur la patinoire de l'Île-la-Croix. Quelques jours après la reprise de l'entraînement, les Dragons de Rouen affrontaient Angers en match de préparation sur la patinoire de l'Île-la-Croix. Une victoire anecdotique sur le score de 5-2. Une rentrée réussie après une saison compliquée, marquée par l'élimination précoce en play-off de Ligue Magnus. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de la région cette semaine. Merci messieurs pour cette première de la saison 4. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce premier épisode de la saison 4 de COP Normandie. Vous pouvez retrouver l'émission en replay sur l'application et le site internet de BFM Normandie. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec grand plaisir pour un nouvel épisode de COP Normandie. À la semaine prochaine.